tout bascule dans l'or burkinabé. Contrat revu, concession passée au crible et une annonce de 18 milliards de dollars qui surprend les marchés, sans affrontement spectaculaire, mais par des décisions administratives et comptables cumulatives. La production, elle, est décrite comme stable, puis revendiquée en hausse l'année suivante, ce qui contredit les scénarios les plus pessimistes. Que doit en déduire le citoyen qui attend des services publics, l'entreprise qui calcule le risque ou l'investisseur qui redoute l'incertitude quand Ibrahim Traoré met la méthode au centre? Ici, la souveraineté se mesure puis se juge. La réforme paraît technique, mais son enjeu est politique. Elle cherche à reprendre la main sur une ressource stratégique sans provoquer une rupture brutale avec les acteurs extérieurs. L'intérêt pour le public tient en une idée simple: comprendre ce qui change au-delà des annonces et des chiffres spectaculaires. Concrètement, il s'agit de suivre les mécanismes de réécriture des contrats, le rôle des audits et la façon dont l'État transforme des écarts invisibles en recettes mesurées. Mais le débat n'est pas binaire. Il oppose des promesses de transparence et de captation accrue à des risques persistants, incertitude juridique, dépendance à un secteur unique, pression des marchés internationaux. Ce qui se joue, c'est un test de crédibilité. Si la méthode tient, elle redéfinit la relation entre ressources et pouvoir. Si elle échoue, elle nourrit le doute sur la viabilité de ce modèle. Et maintenant, avançons. En quelques mois, un chiffre a frappé les observateurs. 18 milliards de dollars de recettes attribuées à l'or sur une seule année, alors même que la production déclarée n'aurait pas chuté, restant stable avant d'être annoncée en hausse l'année suivante. Ce double signal sert de mini-révélation. Sous Ibrahim Traoré, la bascule ne vient pas d'un boom soudain, mais d'une manière différente de compter, vérifier et arbitrer. Pendant des décennies, le secteur suivait une trajectoire presque mécanique. Concessions accordées à des entreprises étrangères, exportations massives, retombées locales limitées et un État relégué à un rôle secondaire dépendant de mécanismes fiscaux peu lisibles. La rupture, elle, s'est construite par étapes sans confrontation frontale. Nationalisation partielle, audit systématique, révision contractuelle, chaque décision paraît isolée, mais l'ensemble déplace le centre de gravité. Les audits révèlent des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés, ouvrant la voie à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme le produit d'années de pertes. Sur le terrain, des équipes locales examinent concessions, volumes et régimes fiscaux, non pour produire plus, mais pour comparer, corriger et rendre visible ce qui ne l'était pas. Prenons un micro-cas. Dans certaines zones rurales, de petites exploitations soutenues par l'État sont mises en avant comme relais locaux, associant extraction, emploi et recettes identifiables, sans rivaliser avec l'industrie lourde. La question qui reste suspendue est simple: pic conjoncturel ou début d'un changement durable du rapport de force? Poursuivons sans précipitation. Le premier personnage de cette histoire n'est pas un individu, mais une administration, longtemps jugée trop faible face aux multinationales. Après la nationalisation partielle, des équipes locales reçoivent une mission claire: examiner les concessions, vérifier les volumes déclarés et passer au crible les régimes fiscaux appliqués. Leur objectif n'est pas d'extraire davantage, mais de mesurer, de comparer, puis de corriger ce qui semble déséquilibré. Le changement se lit donc moins dans l'étonnage que dans la posture. L'État s'affirme comme arbitre actif, capable de demander des comptes et d'en tirer des conséquences concrètes. Un deuxième repère apparaît dans des zones rurales où des projets miniers de plus petite échelle sont présentés comme vitrines d'un lien plus direct entre ressources, emplois et recettes fiscales identifiables. Ces initiatives ne prétendent pas remplacer l'industrie lourde, mais elles servent de signal précoce. Une redistribution plus visible est possible à condition que la collecte se transforme en service. Enfin, un troisième repère est politique. La méthode associée à Ibrahim Traoré évite l'affrontement frontal et privilégie des leviers administratifs et comptables capables de produire des effets rapides sans rupture brutale. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la crédibilité se joue sur des preuves, pas sur des slogans. Allons un peu plus loin. Avant le basculement, le secteur aurifère burkinabé semblait figé dans un schéma connu. L'or quittait le pays selon des contrats établis depuis des années. Les flux financiers étaient
prévisible et les retombées publiques restaient limitées, souvent difficiles à lire dans les comptes comme dans le quotidien. La dépendance aux acteurs extérieurs structurait l'ensemble du dispositif au point de rendre toute remise en cause coûteuse, risquée et politiquement explosive. Dans ce cadre, la souveraineté économique existait davantage comme objectif proclamé que comme réalité mesurée. Puis vient l'activation. Sous Ibrahim Traoré, l'État annonce une nationalisation partielle de certaines mines d'or. Le geste est présenté comme une rupture de méthode, pas comme une fermeture idéologique. Il ne s'agit pas d'exclure les partenaires étrangers, mais de reprendre une part du contrôle, puis de renégocier des termes jugés déséquilibrés. Le ton change. La question n'est plus seulement de produire, mais de compter, vérifier et arbitrer. La montée en puissance suit rapidement. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés, ciblant les volumes déclarés, les coûts d'exploitation et les régimes fiscaux. Les audits agissent comme un projecteur sur des pratiques longtemps décrites comme opaques. Sous-déclaration, coûts excessifs, arriérés fiscaux. La dynamique devient financière et politique car l'État affirme récupérer des recettes jusque-là perdues. Le point culminant arrive avec un chiffre utilisé comme preuve. 18 milliards de dollars de recettes d'exportation issues de l'or sur une année. Ce montant devient un message interne destiné à renforcer la légitimité de la réforme et un message externe adressé aux marchés et aux partenaires internationaux. Les réactions sont immédiates. Certains analystes évoquent un risque de désinvestissement et une incertitude juridique durable. D'autres soulignent la portée symbolique d'un État capable d'imposer de nouvelles règles sans effondrement instantané du secteur. Viennent alors les répliques. Face aux critiques, les autorités insistent sur un point clé. La production ne se serait pas effondrée. Elle est décrite comme stable dans un premier temps, puis annoncée en hausse l'année suivante, contredisant la crainte d'un choc brutal sur l'activité. Dans le même mouvement, le discours se déplace vers l'usage des recettes. Santé, éducation, infrastructure et mise en avant de projets plus petits dans des zones rurales comme symbole d'un lien plus direct entre extraction et développement local. La séquence forme une logique, décisions politiques, mesures techniques, chiffres emblématiques, puis efforts de consolidation. Mais une curiosité demeure ouverte. Ces signaux marquent-ils un pic conjoncturel ou le début d'un nouvel équilibre durable ? Continuons pour voir ce que cela implique. Avant la réforme, le point de départ était clair et largement partagé par les observateurs. La captation publique de la valeur aurifère restait limitée, fragmentée et difficile à tracer, malgré un secteur extractif actif depuis des décennies. Les recettes existaient, mais elles apparaissaient comme le produit d'un système fiscal peu lisible, dépendant de déclarations externes et de mécanismes rarement vérifiés de manière systématique. C'est ce baseline que la réforme revendique de déplacer. Le premier delta avancé par les autorités concerne les recettes d'exportation issues de l'or, annoncées à 18 milliards de dollars sur une année. Ce chiffre est présenté comme inédit pour le pays, non pas comme le résultat d'un boom soudain, mais comme la conséquence d'une méthode différente. L'argument central insiste sur le fait que ces recettes ne proviendraient pas uniquement d'une conjoncture favorable des cours mondiaux, mais d'une combinaison de révisions contractuelles, d'audits fiscaux et d'une traçabilité accrue. Autrement dit, compter différemment aurait révélé des écarts jusque-là invisibles. Le second indicateur porte sur la production physique. Le scénario redouté par les marchés était un recul marqué après la nationalisation partielle. Or, la production est d'abord décrite comme stable, puis annoncée en hausse l'année suivante avec un niveau revendiqué de 70 tonnes, soit plus de 120% par rapport à l'exercice précédent. Là encore, la lecture officielle nuance l'interprétation. Cette augmentation ne serait pas le signe d'une expansion soudaine des capacités extractives, mais plutôt la réduction progressive des sous-déclarations antérieures. Dans ce récit, la stabilité initiale est déjà considérée comme un succès compte tenu des incertitudes politiques et sécuritaires. Un troisième indicateur concerne l'allocation interne des ressources. Le baseline correspondait à une forte dépendance à l'aide extérieure pour financer les infrastructures tant publiques. Le delta mis en avant est une augmentation de 15%
des investissements locaux évoqués par les autorités monétaires, interprétés comme le début d'une redirection interne des revenus miniers. Ce mouvement est présenté comme un signe que la réforme ne se limite pas à la collecte, mais commence à modifier les circuits de dépenses avec la santé, l'éducation et les infrastructures comme secteurs cités en priorité. Pris séparément, chacun de ces chiffres appelle la prudence. Les montants annoncés sont récents, les séries courtes et leur consolidation reste incomplète. Pris ensemble, ils forment cependant un raisonnement cohérent, une meilleure captation de la valeur, une production non pénalisée à court terme et une redistribution amorcée, même encore partielle. Sous Ibrahim Traoré, ces données deviennent ainsi des instruments politiques autant que des indicateurs économiques. Le débat se déplace alors du niveau absolu des chiffres vers leur durabilité. Les sceptiques soulignent que des recettes élevées sur une année ne garantissent pas une trajectoire stable, surtout dans un environnement soumis à des pressions sécuritaires et géopolitiques. Les autorités répondent que la réforme vise précisément à transformer des ajustements ponctuels en routines administratives reproductibles. La question centrale reste donc ouverte. Ces deltas résisteront-ils au temps et aux pressions extérieures ou ne constituent-ils qu'une parenthèse favorable dans un équilibre encore fragile ? La première objection, la plus souvent avancée, concerne l'investissement étranger. Selon ces critiques, la nationalisation partielle et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable dans un secteur qui exige des capitaux lourds et des horizons longs. Même sans rupture spectaculaire, le simple changement des règles serait suffisant pour décourager certaines multinationales ou pour renchérir le coût du capital. Dans cette lecture, la baisse ou l'attentisme de certains flux d'investissement constitue déjà un signal d'alerte. La souveraineté affichée se paierait par un affaiblissement de l'attractivité avec des effets différés sur la production et l'emploi. La seconde objection porte sur les capacités internes de l'État. Gérer un secteur minier complexe suppose des compétences techniques, juridiques et financières élevées. Les opposants estiment que l'administration burkinabé, longtemps reléguée à un rôle secondaire, risque de se retrouver dépassée par l'ampleur de la tâche. Ils évoquent des risques de mauvaise allocation des ressources, de politisation des décisions et, paradoxalement, de nouvelles formes d'opacité. Reprendre le contrôle sans disposer d'un appareil administratif robuste pourrait ainsi fragiliser un environnement déjà soumis à des tensions sécuritaires. Ces critiques ne sont pas marginales et soulignent des vulnérabilités réelles. La réponse avancée par les autorités s'appuie toutefois sur la logique même de la réforme. Concernant l'investissement, l'argument central est que la dépendance excessive aux capitaux extérieurs constituait déjà une fragilité structurelle. La récupération d'arriérés fiscaux et l'amélioration de la captation de valeur auraient permis de dégager des recettes records malgré un contexte d'attentisme, suggérant que la stabilité des flux n'était pas uniquement conditionnée par la continuité des anciennes règles. Sur les capacités internes, les audits sont présentés comme un apprentissage institutionnel. Identifier des sous-déclarations, corriger des mécanismes opaques et rendre visibles des écarts longtemps ignorés est décrit comme une montée en compétence par l'exercice du contrôle, plutôt que par sa délégation permanente. Sous Ibrahim Traoré, le débat ne se situe donc pas entre efficacité et idéologie, mais entre deux conceptions du risque, accepter une transition contrôlée avec des coûts à court terme ou maintenir un modèle jugé stable mais structurellement déséquilibré. Jusqu'ici, la réforme pouvait être lue comme une séquence interne, décision administrative, audit, chiffres, puis ajustement progressif. Le basculement de mi-parcours intervient lorsque ces éléments cessent d'être perçus comme des particularités burkinabées et commencent à être observés comme une méthode reproductible. Sous Ibrahim Traoré, les résultats annoncés ne sont plus présentés comme des exceptions locales, mais comme les composantes d'un ensemble cohérent, nationalisation partielle, récupération d'arriérés fiscaux et continuité opérationnelle. Ce déplacement est discret mais stratégique. Pris séparément, chaque levier pourrait être interprété comme conjoncturel. Ensemble, ils composent un message implicite adressé au-delà des frontières. Il serait possible de reprendre le contrôle d'une ressource stratégique sans provoquer un effondrement immédiat du secteur.
Dans un Sahel marqué par des structures économiques similaires, cette lecture change la nature du débat. Les partenaires internationaux ne regardent alors plus le Burkina Faso comme un cas isolé, mais comme un précédent potentiel. Ce regard extérieur modifie les équilibres. Il transforme une réforme économique en signal géopolitique, observé, évalué et parfois redouté. La curiosité reste ouverte. Ce signal peut-il tenir sans se durcir face aux pressions extérieures? Les effets de la réforme ne se lisent pas de manière uniforme. Ils se déploient différemment selon les acteurs, et c'est dans cette diversité que se mesure sa portée réelle. Pour l'État, la conséquence immédiate est d'abord budgétaire et symbolique. Les recettes issues de l'or, culminant à 18 milliards de dollars sur une année, sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles permettent de réduire certaines tensions budgétaires et de renforcer l'autorité administrative. Sous Ibrahim Traoré, l'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique mesurable, ce qui renforce la légitimité interne tout en augmentant l'exposition aux attentes de résultats durables. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles. Certaines doivent y voir une source d'incertitude juridique, d'autres une clarification tardive d'un environnement longtemps opaque. En parallèle, des acteurs économiques locaux et régionaux gagnent en visibilité. Ils sont présentés comme des partenaires potentiels dans un modèle où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues de transparence. Ce rééquilibrage ne signifie pas la disparition du capital étranger, mais une redéfinition progressive des rapports de force économiques. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates, mais potentiellement plus sensibles à moyen terme. Les autorités lient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont associés à la création d'emplois et à une dynamique locale accrue. Toutefois, ces bénéfices restent inégaux et dépendants de la capacité de l'État à transformer des flux financiers en amélioration visible du quotidien. L'écart entre promesses et perceptions demeure donc décisif. À l'échelle régionale, enfin, l'expérience burkinabé commence à être observée comme une option politique. Dans le Sahel, où plusieurs pays partagent des structures économiques proches, le cas du Burkina Faso alimente à la fois l'espoir d'une reprise collective du contrôle des ressources et la crainte de tensions accrues avec certains partenaires internationaux. Sous Ibrahim Traoré, l'or devient ainsi un levier de projection régionale autant qu'un outil économique. La question qui s'impose est alors claire: ces effets différenciés peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution de la réforme ne peut être lue comme une trajectoire unique. Elle dépend d'enchaînements précis et de conditions observables plutôt que de promesses. 3 scénarios plausibles se dessinent, non pour prédire, mais pour cadrer les risques et les marges de manœuvre. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Les réformes engagées se poursuivent sans accélération majeure ni recul visible. Les recettes issues de l'or demeurent élevées sans atteindre de nouveaux records, tandis que la production se maintient à un niveau proche de celui annoncé. Les audits deviennent routiniers, la renégociation des contrats s'institutionnalise et les relations avec les investisseurs étrangers restent prudentes mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans transformer en profondeur la structure économique. La souveraineté s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal, ni déstabilisant, mais suffisamment crédible pour durer à court terme. Le scénario optimiste suppose une extension maîtrisée de la réforme. Si la crédibilité des chiffres se renforce et si la continuité opérationnelle est confirmée, les revenus miniers pourraient alimenter plus largement les investissements publics. Les infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation, deviendraient des vitrines visibles de la redistribution, réduisant l'écart entre annonce et perception. Dans cette hypothèse, la souveraineté économique cesserait d'être perçue comme un facteur de risque pour devenir un argument de lisibilité et, progressivement, d'attractivité.
Les partenariats se diversifieraient avec un poids accru des acteurs locaux et régionaux. Sous Ibrahim Traoré, ce scénario repose sur une condition centrale: convertir des recettes élevées en résultats tangibles, mesurables et observables. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une montée des tensions, des pressions géopolitiques, des sanctions ou un durcissement des relations financières pourrait maintenant freiner les flux d'investissement et compliquer les opérations. Dans ce contexte, la production serait affectée, les recettes deviendraient plus volatiles et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Si ces contraintes se prolongent, une tentation de réajustement rapide, voire de compromis défensif, pourrait émerger. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins des annonces que de la cohérence dans l'exécution. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions plutôt qu'en certitude permet d'évaluer les choix sans les figer et de mesurer ce qui peut réellement être maîtrisé dans un environnement contraint. À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et commence à toucher des cercles sociaux précis, chacun avec des attentes différentes et des marges de manœuvre inégales. Pour un premier groupe, composé des travailleurs des zones rurales liés à l'exploitation minière, l'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'exploitations de plus petite échelle sont présentés comme des opportunités nouvelles. S'ils se maintiennent, ils peuvent offrir des perspectives locales là où les grandes exploitations industrielles laissaient peu de retombées visibles. Toutefois, ces effets restent fragiles, dépendant de la continuité des financements et de la sécurité sur le terrain. Un second groupe concerne les entrepreneurs, cadres et agents du secteur public. Pour eux, la réforme est avant tout une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient des habitudes anciennes. Certains y perçoivent une contrainte supplémentaire, d'autres une amélioration de la lisibilité économique. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière cohérente, la prévisibilité peut progressivement remplacer la méfiance, condition essentielle pour des décisions d'investissement à moyen terme. Un troisième groupe, plus large, regroupe les citoyens urbains et les jeunes. L'impact est ici largement symbolique. Le discours sur la récupération des ressources nourrit une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de perdre de sa force mobilisatrice. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité mais réel. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques et soutenir des initiatives locales sont présentés comme des leviers modestes mais cumulables. La réforme n'impose pas l'adhésion, elle invite à une vigilance active face aux résultats. Pour que la réforme dépasse le stade de l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs observables. La première étape consiste à consolider durablement le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers, prévisibles et publics, avec des équipes dédiées et des calendriers connus. L'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais d'éviter le retour des sous-déclarations et d'inscrire la transparence dans une routine administrative stable. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme la condition minimale de crédibilité. La deuxième étape porte sur l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être fléchées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette orientation suppose des mécanismes de suivi budgétaire clairs, accessibles et vérifiables. Le critère de réussite ne se limite pas au montant collecté, mais à la traçabilité entre recettes minières et projets effectivement financés, livrés et visibles. La troisième étape concerne le renforcement des capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, juridiques et financières solides. La feuille de route évoque donc la formation continue des agents publics, la stabilisation des équipes administratives et la capitalisation des savoirs issus des audits successifs. Ici, le succès se mesure moins par des chiffres que par la continuité et la montée progressive en expertise locale. Vient ensuite l'élargissement encadré des partenariats. Sans renoncer au contrôle,
L'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux, tout en maintenant des exigences élevées de transparence. Enfin, la réforme doit s'inscrire dans le temps politique. Pour Ibrahim Traoré, la durabilité dépend de la capacité à transformer une décision de rupture en normes administratives qui survivent aux pressions et aux cycles conjoncturels. La curiosité se referme ici sur une question centrale. Quelle de ces étapes l'État peut-il réellement maîtriser pour orienter la trajectoire la plus soutenable ? La boucle se referme là où tout avait commencé. Non pas dans un discours, mais sur des sites miniers longtemps perçus comme abstraits. Les concessions auditées, les volumes recomptés et les chiffres vérifiés deviennent des repères concrets d'un changement de posture. Ce qui relevait autrefois de tableaux lointains se matérialise dans des procédures, des équipes administratives et une capacité nouvelle à demander des comptes. Le motif du contrôle, discret mais répétitif, structure désormais le récit. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas présentée comme une victoire définitive. Elle est décrite comme un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'export ou invoqué dans les slogans. Il est intégré dans une logique de responsabilité publique où la méthode compte autant que le résultat. Les chiffres impressionnent, mais ils ne suffisent pas. Ils doivent s'inscrire dans des routines compréhensibles, observables et reproductibles. C'est dans cette tension que naît l'émotion du récit. D'un côté, l'espoir d'un État capable de reprendre la main sur une ressource stratégique. De l'autre, la conscience aiguë que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette phrase résume moins une promesse qu'une exigence. Elle rappelle que la crédibilité ne se gagne pas une fois, mais se vérifie dans la durée par la cohérence entre méthode, résultat et attente collective. Le cas burkinabé ne se referme pas sur une conclusion définitive. Il ouvre plutôt un espace d'observation. Les chiffres peuvent convaincre un temps, les récits peuvent mobiliser, mais seuls des résultats répétés et visibles ancrent la confiance. Transparence réelle des audits, usage traçable des recettes, amélioration perceptible des services publics, ce sont ces signaux concrets qui permettront d'évaluer la cohérence du modèle dans la durée. Sous Ibrahim Traoré, la réforme de l'or n'est pas présentée comme un modèle clé en main, ni comme une rupture irréversible. Elle fonctionne comme une hypothèse mise à l'épreuve, exposée aux contraintes économiques, aux pressions géopolitiques et aux limites internes de l'appareil d'État. C'est précisément cette fragilité qui rend l'expérience instructive. Suivre cette trajectoire, c'est accepter une part d'incertitude, mais aussi exercer un regard critique. Comparer les annonces aux effets, les promesses aux réalisations et les méthodes aux résultats observables. Le débat ne se ferme pas ici. Il commence à mesure que les routines s'installent ou échouent. La question reste donc ouverte et elle dépasse le Burkina Faso. Ce type de souveraineté économique peut-il durer sans perdre sa cohérence face aux pressions extérieures et au temps ?